Je suis trop jeune pour avoir des souvenirs de 14-18, mais par ma grand-mère et ma mère, la famille de Lebec, ils m'ont dit qu'ils avaient vu passer des hurlants devant leur porte, entre chez eux et chez Deldy, qui est toujours autre chose, parce que c'était un terrain de maraîcher. Les hurlants, ben, c'était des cavaliers avec des lances, ça j'ai appris à l'école, mais naturellement, ma mère et ma grand-mère en avaient parlé. Seulement, ma mère disait qu'elle n'avait pas reconnu son père quand il était rentré de l'armée, de la guerre. Mes parents étaient cultivateurs. Oui, et puis ils m'ont jamais raconté de la guerre parce que les paysans c'était des taiseux. Alors mon grand-père, il était garde champêtre, c'était le père de Marcel Lorès qui était garagiste à Vambrochy après. Il était garde champêtre à Quesnoy et mon père, né en 1900, en 1917, a été réquisitionné par les Allemands à 17 ans pour aller enterrer à peu près 2 à 3 000 soldats allemands qui étaient enterrés derrière chez M. Audan, on appelait à cette époque-là la femme Carrette, à la Dacry. Ça l'a marqué toute sa vie parce qu'il était jeune et d'enterrer tous ces hommes qui avaient presque son âge, ils avaient 20 ans, 21 ans. Pas beaucoup de gens vont dans ce cimetière et c'est dommage parce que c'est impressionnant de voir l'âge de toutes ces tombes. L'un a fait Verdun, l'autre a fait Salonique. Ben, celui qui a fait Verdun, il a dit qu'il a beaucoup souffert dans les tranchées, tout ça. Ouais, ils ont été très malheureux là-dedans. Il me racontait tout ça. Et... Bon, moi j'étais gosse, hein, j'avais quoi. Mais vous avez des souvenirs assez précis, il disait quoi? Ah ouais. Ben moi, j'écoutais. Parce que j'avais papa qui était rentré de la guerre de 39-45. Non, il était, pendant qu'il était à la guerre, lui, les deux grands-pères me racontaient ça, alors j'avais la guerre en tête, quoi. Bien sûr. Mais, enfin, ce sont de mauvais souvenirs pour moi. Mais... Eh bien, mon père a d'abord été mobilisé, enfin pas mobilisé, puisqu'il était dans les brassards rouges à la Première Guerre mondiale, donc il a fait 2 ans d'armée. Il a fait 3 ans après en tant que service militaire entre les 2 guerres. Et il a été rappelé en 1938 pour effectivement être incorporé dans les réserves. Ensuite, il a été prisonnier pendant 5 ans, donc pratiquement ce qui lui a fait 12 ans d'armée alors qu'il était toujours civil. Par rapport à l'ensemble, c'est que Vambrochy était à la Première Guerre, il était à proximité du front de Quesnoy, donc il y avait énormément de troupes qu'il fallait loger. Donc systématiquement, toutes les personnes, tous les Vambrocitains qui étaient les femmes, les enfants, les vieillards et les gens qui n'étaient pas capables de rendre des services et de travailler, de faire des tranchées, de faire des trucs comme ça, étaient déportés et renvoyés du côté de Braine-le-Château, en Belgique, à côté de Waterloo. Donc ce truc-là, il y en a eu 700 qui ont été... après de là, ils se sont répartis, et toutes ces personnes-là, ils devaient faire leur bagage, et ils prenaient le tramway pour aller chercher le train à Lille. Donc systématiquement, le tramway, il a servi de transport dans la Première Guerre pour évacuer les 700 personnes qui ont été, toutes les personnes vieillards, et on trouve, par exemple, à Braine-le-Château, on trouve parce qu'en même temps, il y a eu une épidémie de grippe assez importante dans l'hiver de 1917, donc systématiquement, il y a eu des morts qui ont été dus par cette épidémie, et derrière l'église de Braine-le-Château, il y a une plaque qui rappelle les Vambrocitains. Il y en a de Vambrochy, de Léman, de la région, qui avaient été expédiés de ce côté-là. Donc pratiquement, c'était à peu près le tiers de la population qui a été expédiée. Et tous les autres qui étaient là, et on le retrouve dans les cartes postales, d'ailleurs on en trouve beaucoup, des groupes avec effectivement des groupes de jeunes qui étaient de 15 à 20 ans, qui n'avaient pas été, disons, comment dirais-je, mobilisés, mais qui étaient utilisés par les Allemands et qui étaient sous la garde de sentinelles qui surveillaient, qui travaillaient bien et puis qui ne se sauvaient pas. Alors après, mon papa
Et mon oncle, ils sont partis à Alost en Belgique pour pas être pris pour les Allemands, pour pas travailler en Allemagne. Et c'est comme ça qu'ils ont contracté la grippe espagnole, là-bas. Ouais. Et que mon oncle est décédé de ça, en 1917. Ma mère, mais ma grand-mère aussi, eux, ils ont été évacués à Évreux, avec une autre famille native de Vambrochy, d'ailleurs, qui a encore des descendants sur Vambrochy. Les parents de mon père, eux, ils ont évacué à Culose. Culose, c'est dans l'Ain. Alors, l'arrière-grand-père de Roland, qui était né en 1818, avait donc presque 90 ans en 1918. Il s'est mis à la porte de ma maison, puisque c'était la sienne, rue de Marquette, 10 rue de Marquette, pour voir passer les Allemands qui, en débâcle, repartaient. Vraiment très triste d'avoir perdu. Et le grand-père, je crois qu'il a dû avoir un petit regard un petit peu glorifié. Et ils l'ont attrapé et ils l'ont fait marcher jusqu'au Luxembourg. À 90 ans, il a suivi, évidemment parce qu'il était français, et arrivé au Luxembourg, il est mort. Il est mort d'épuisement, et puis bon, son corps a été enterré, mais par bonheur, l'arrière-grand-mère a retrouvé le corps, donc maintenant il repose à Vambrochy. Ma grand-mère, qui habitait en face de la boucherie Rigaud, sa maison a été réquisitionnée pour 2 officiers allemands, un officier et son ordonnance. Et de là, il est resté une amitié et qui se sont correspondus après la guerre. Ils ont continué du courrier à s'écrire. Et en 1938, mon père, qui était boucher dans la rue du Pont-de-Vie, il est parti avec ma grand-mère, ils sont partis qu'à 2, rendre visite là-bas à cet officier allemand, et qui ont été bien reçus. Et tout ce que je peux dire, c'est que je me souviens que papa, quand il est revenu, il a dit « si on a la guerre, on est foutu ». Parce qu'une fois qu'il a été traversé la frontière allemande, il a toujours été suivi, escorté par 2 motos, et il ne pouvait pas s'arrêter où il voulait. Alors il dit, je passais le long des champs d'aviation, il voyait des avions. Et puis, c'est tout ce que je peux dire. Alors le traumatisme, une chose qui m'a fortement marqué, c'est que dans la partie de l'exode qui a été au début de la guerre, c'est que pratiquement une grande partie de la population de Vambrochy s'est dirigée vers des zones libres parce qu'il y avait un traumatisme qui était important au niveau de la Première Guerre, puisque dans la Première Guerre, au début de la guerre, il y a eu une femme qui a été tuée à la Dacry, et il y a eu également pratiquement des bombardements et des exactions avec les Uhlans, ce qu'on appelait les Uhlans de la mort. Donc ça avait resté une image assez disons, difficile à supporter, et pratiquement les envahisseurs étaient capables de molester les femmes, de brûler les maisons, de piller, de faire des pillages, et ainsi de suite. Donc systématiquement, mon père a dit à ma mère, en étant prisonnier, il a dit, bon écoute, prends les enfants et puis va-t'en avec mon oncle Louis qui était de Marquette, et on s'est dirigé vers Marseille, où là on est arrivé dans une famille en surnombre, donc on nous a renvoyés dans la Sarthe, et c'est un peu la première chose qui m'a fortement marqué sur la Seconde Guerre mondiale. Ben, oui, parce que j'ai connu l'arrivée des Allemands. Vous aviez quel âge? 6 ans. 6 ans de la déclaration de guerre à 7 jours près, et on a vécu ça en disant ça va pas durer. J'ai vu arriver les Allemands chez ma grand-mère paternelle. Elle vivait avec une de ses sœurs et sa mère. À Vambrochy. À Vambrochy, rue de Marquette. J'ai vu les Allemands arriver, il y avait une grille à l'entrée, vraiment dans un triste état, tout trouillé, tout ça, elle n'ouvrait jamais cette porte. Hein. Ils l'ont abattu et ils l'ont rentré avec un fourgon de victuailles
Et là, ils ont sorti un cochon qui ont dépecé là, il était mort. Et là, il y avait des officiers qui ont rentré aussi chez ma grand-mère paternelle. Et là, ils voulaient loger là, dans les chambres, et nous, on aurait dormi sur des paillasses dans la cuisine et la salle de séjour aussi. Voilà. Mais ils ont parti. Elle a refusé, votre grand-mère? Non, elle n'a pas refusé, elle ne pouvait pas refuser. Ah oui. Elle ne pouvait pas refuser. Ça, c'est le premier contact que j'ai eu D'accord. avec la chose. Dans la rue de Quesnoy, il y avait pratiquement personne. On y allait à la maison pour faire donner à manger aux quelques lapins et ainsi de suite qu'on avait. Et prendre des légumes. Le café Cargiéter se situait à la Bouvrie. À la Bouvrie, c'est rue de Bondu. Celle qui tenait un café, c'était Madame Cargiéter, parce que son mari il travaillait autrement, lui. Je crois qu'il travaillait pour une brasserie, et ainsi de suite, faisait du transport, tout ça. Ma tante, elle servait chez sa sœur, au café Cargiéter, et naturellement, les Allemands descendaient du champ d'aviation, qui étaient les premiers cafés qu'il y avait là. Ils descendaient du champ d'aviation, il fallait bien les servir. Vous parlez de l'aérodrome de Bondu? Oui, l'aérodrome de Bondu. Mais justement, la chose, là, comme ma tante, elle a été appelée à la commandature une fois, parce qu'il y a un avion qui a été abattu, et il y a les aviateurs qui ont sauté en parachute. Et il y en a un qui a tombé dans le canal. Et ma tante, elle a couru au canal avec une bouteille d'eau de Genève et un verre. Alors mes parents qui étaient un petit peu, disons, comiques, ramassaient tous des restes un petit peu des restaurants, des trucs de Vambrochis un petit peu partout, et ils nourrissaient un cochon en douce, parce qu'on n'avait pas le droit, d'avoir des cochons chez soi. Et au café, comme il y avait toujours les joueurs de cartes, il y avait Maurice Bode, le Bedeau, il y avait Rémi Delmotte, le Boucher, tout ça, il y avait des cartes, des joueurs de cartes bien marrants. Ma mère a dit un jour, on va tuer le cochon, on va faire une tripe et on va dire à tous ces joueurs de cartes de venir manger. Et on va faire une bonne tripée, mais on va fermer les rideaux, puisque il fallait... Bon. Et puis, on avait fait des petites tablées, on disait aux gens, faites pas de bruit, parce qu'on n'a pas le droit, et ils sont venus manger des tripes. Et à un moment donné, il y a un officier allemand qui était passé par derrière, parce qu'il y avait un urinoir chez les Lorès qui était derrière, dans la cour. Il était venu, donc, pour un petit besoin pressant, puis, entendant du bruit, était rentré dans le café. Et il y a Robert Lehoucq qui était le mitron de chez Monsieur Coine, le boulanger. Il dit devant tout le monde, on va le tuer, il est tout seul. On va le tuer, on va le zigouiller. Et alors mon père dit, bon bah ouais, mais t'es pas bien, qu'est-ce qu'on va faire, un officier allemand, où est-ce qu'on va le mettre? Et il y a quelqu'un qui dit, bah Marcel, on va le mettre dans le puits. Et il y a ma mère qui dit, ah non, hein, pas dans le puits, parce qu'avec quoi je vais cuire mes haricots? Alors tout le monde a pouffé de rire, et à ce moment-là, il y a l'officier allemand qui dit, est-ce que vous pouvez quand même me servir un verre? Grand silence et grande peur, parce que la commandanture était derrière, dans l'avenue des Châteaux. Voilà. Oui, on allait à l'école, la station essence était sur notre route et on voyait toujours un Allemand qui gardait et puis était marqué Rauschen-Verboten. On n'a jamais su ce que ça voulait dire, mais ça nous marquait ce soldat qui était là. Et puis il a été tué à la fin de la guerre par les FFI. J'avais 5 ans, donc pratiquement un petit 5 ans, j'allais avoir 5 ans. Et j'ai vu arriver mon père pour la première vision en uniforme bleu, puisque c'était l'uniforme de l'armée à l'époque. Et je l'ai revu après, en 1945, lorsqu'il est revenu de ses pérégrinations. Oui, mon grand-père maternel, il était fermier, cultivateur
où c'est maintenant les 4 saisons. Là, et le jeudi, c'était le jeudi, qu'on n'avait pas d'école, je partais en vélo, passer ma journée là-bas. Et donc, il y avait une barrière, il y avait les grilles, mais j'avais un petit laissez-passer. Je me souviens plus, mais je sais que j'avais un papier pour la sentinelle, puis je passais toujours comme ça. J'étais à vélo. Et après, j'étais pas souvent dans la ferme, j'étais tout le temps avec les Allemands à côté, qui entretenaient les avions. Il y avait et donc, j'avais du chocolat, j'avais des oranges, alors que les autres n'en avaient pas, on ne savait pas avoir tout ça. Et puis, au point que j'étais tout le temps dans l'hangar et tout ça avec les mécaniciens. Et il y a une fois, Klein, ça je me souviens, Klein, un officier qui m'a pris et qui m'a assis dans un avion. Ça devait être un Messerschmitt, je pense que c'était ça. Et tout ce que je me souviens, c'est quand il mettait en route, il tournait une manivelle sur le côté, je ne sais pas, et on a toujours été en bonne relation avec ces Allemands, et eux, ils disaient toujours, ben, nous aussi, on a des enfants chez eux, comme ça, quoi. C'était des papas aussi. Hein. Hein? Et moi, à l'époque, j'avais donc 8 ans, 8-9 ans. Ben, il a été là-bas 3 ans et demi. Et il est revenu bêtement, parce qu'il ne serait peut-être pas encore revenu, je vais vous dire pourquoi. Parce que là-bas, il est tombé sur quelqu'un, un monsieur Lefebvre, et c'était le fils à un tanneur au Bourdin. Il a dit, ben, vous êtes monsieur Hasbrook, ben, c'est Hasbrook avant Rocher. Bon, il dit, laissez, je vais effacer un nom, je vais mettre votre nom, ça vous allez revenir. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même 43 ans et demi, il était là-bas. Hein. C'était un des plus vieux qui était prisonnier là-bas. Hein. Eh ben, là-bas, à Custrino, c'est ce que je vous ai dit. Ouais, c'est ça, papa il disait toujours c'est 150 km au-dessus de Berlin. Hein. Alors on voit, ça je me souviens avoir vu des combats d'avions où il y a des avions anglais qui se sont fait abattre au-dessus ici du quartier, et les Allemands ils applaudissaient, hein, bien sûr. Nous on regardait tout bête, mais on a vu des Allemands aussi, et nous on applaudissait, bah, ils riaient aussi, hein, c'est la guerre. Dans le champ d'aviation, vous y alliez? Oh ouais, bah ouais. Pour faire quoi? Ben, pour aller jouer, tout ça, c'est trop bon qu'il y avait, il y avait toutes sortes de tout. Incroyable, il y avait on voit que les gens qui avaient occupé le champ d'aviation. Hein. Et vous avez récupéré quoi là-bas? Ben, là, je récupérais, je vous dis, des morceaux de toques d'avion pour faire des... Là, t'as vu comment on appelait là, des cerfs-volants, là. Tous les trucs comme ça, on récupérait. Ouais. Et alors aussi, c'est que mon père, pour ça, il était... C'est que t'as correcté. Ils sont la poudre. Ben, on a vu quelques balles, non, pas vu. On allait les tirer, ramasser les caisses. J'allais en dessous de l'église et on sortait des caisses de munitions. Ah, on avait de la misère, on était plus jeunes. Hein. Et après, on tirait, on mettait la poudre et on mettait feu. Et des trucs comme ça incroyables. Oui. Oui, lui, c'était comme tous les jeunes, il était 5 ans plus âgé que moi. Hein. Et il a été à ce moment-là, les voitures, il y avait des graisseurs en dessous de la direction, tout ça, pour graisser Et il a été mettre de la graisse qui a été prendre en dessous des moyeux et tout ça de la voiture, sur le volant et sur la banquette d'une voiture d'un officier. Et cet officier, quand il a monté dans la voiture, il a vu tout ça, il s'est mis dans une rage il aurait foncé la porte de la boucherie. Et papa n'était pas là, non, papa était encore en captivité parce qu'il a été prisonnier, il est revenu en 42. Donc c'était avant 42 ça. Et un collègue à côté qui a entendu ça, mais c'était un flamand, il connaissait l'allemand, quand il a entendu frapper comme ça dans la porte, il aurait défoncé la porte. Il a parlé en allemand, puis il s'est calmé le gars, l'officier allemand. Mais le lendemain, maman elle a dû aller avec Roland.
à la commandature dans l'avenue des Châteaux. Hein, et c'était déjà M. Picavé comme maire, Gaston Picavé. Il a dit, bon, alors c'est un truc de gosse, alors ça s'est passé comme ça. Ouais. Bon, comme il y avait toujours des Allemands qui allaient toujours l'embêter pour coudre des bottes, là, et puis qui cassaient même les aiguilles, et au bout d'une ou deux fois, maman, elle n'a eu mère, elle a été voir Émile Holbeck, elle dit, Émile, on ne pourrait pas démonter la machine, puis on va la monter en haut, et je vais dire qu'elle est cassée. Et elle a dit, capote, cassée. Et comme ça, elle n'a plus été embêtée, tout simplement. Et oui, bon je vous ai montré tout à l'heure la photo de ma jeunesse, là j'étais un petit peu boulot et ainsi de suite, et puis j'étais le dernier de la bande des pirates qui allaient à la Marotte, c'est-à-dire parce que dans le château Le Maire, il y avait un espace avec des fruits et des marrons et ainsi de suite, et le jeudi après-midi, on n'avait pas d'école, donc on allait systématiquement à la Marotte aux fruits pour effectivement améliorer un peu l'ordinaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que le château Vouters à l'époque abritait des jeunes SS qui revenaient du front de Russie. Et ils étaient tout boutonneux. Je revois encore le visage du gars qui m'a chopé, parce qu'effectivement, comme les grands étaient passés derrière, on passait par un trou dans le grillage. Et de ce fait-là, le petit dernier, il s'est fait choper par la jambe. Et puis là, j'ai repris une raclée pas possible, parce qu'il avait pris une branche de sureau, au bout de laquelle il avait mis un bouton de chemise. Donc je suis rentré à la maison après une correction avec les fesses en sang, enfin le bas des fesses en sang. Et là j'ai repris une deuxième correction par ma mère qui avait été effrayée puisque mon frère lui avait dit que j'avais été chopé par les Allemands. Voilà, donc ça fait partie un petit peu des souvenirs que j'ai, mais j'ai d'autres bons souvenirs par rapport à cette période qui était une période de jeunesse. Alors chez mes parents qui étaient à l'arrêt du tramway haut, on voyait tous les jours arriver des soldats allemands, toujours casqués avec des chiens et des matraques et tout. Ils faisaient descendre tous ces prisonniers de l'os pour aller refaire le terrain d'aviation qui était souvent bombardé, donc il y avait des trous et tout ça. Et moi, derrière, dans le café, tout ça, je ramassais des mégots en vitesse et je faisais des petites cagnottes de mégots. Et j'essayais en courant, du haut de mes 10 ans, 11 ans, de courir à leur donner à tous ces prisonniers du tabac. Jusqu'au jour où les Allemands se sont rendus compte de mon petit manège et j'ai reçu un bon coup de matraque sur la tête et puis je ne l'ai plus fait, j'osais plus. Ma mère m'a dit, écoute, arrête, d'accord, t'es gentil, mais tu vas te faire... bon. Voilà, ça c'était la triste période de ce train de l'os qui ramenait beaucoup de gens qui mouraient après, même après au fort. Hein. C'est-à-dire, papa, il était ici au 43e à Lille, il revient parce qu'ils avaient demandé tous ceux qui ont une voiture disponible pour partir à Dunkerque, pour prendre le bateau pour aller en Angleterre. Alors il est venu chercher la camionnette, il y avait deux voitures, une camionnette et la voiture du dimanche, comme dans le temps qu'on disait. Hein. Et il a dit, Marguerite, mets le matelas sur le toit de l'auto et puis tout encore, hein, il faut partir. Parce qu'à la guerre 14, il y a eu des Allemands méchants, mais ici ils n'étaient pas du tout... Et alors on est parti un lundi matin, ça je me souviens. On est allé jusqu'à Hédin, donc il y avait maman, Roland devant, et ma soeur et moi derrière. Ça, on était 4, avec un plus gros de bagages. Mais au soir, on avait fait quoi? Il y a combien? 110 km d'ici. Et les Allemands, ils étaient derrière nous avec les tanks. Ça, je me souviens. Et c'était une Lancia que les parents y avaient. C'est une voiture qui braquait fort, elle braquait bien pour l'époque, quoi. Et ma mère, elle a coupé la chic à une grosse voiture Viva Sport qui est arrivée là dans cette impasse pour se garer. Et les Allemands, ils étaient derrière nous. Ils mitraillaient. Alors on s'est garé devant un mur, même Roland et moi, on était derrière à la lunette à regarder. Et un tank allemand qui a passé sur le moteur avec tous les enfants, il y avait 6 enfants, et grand-mère et la mère dans la voiture, et ils sont tous sortis vivants, sans un blessé. La voiture était morte, mais la grand-mère, ça je me souviens, elle est sortie de cette voiture avec un grand Christ. Mon Dieu,
Ça, je me souviens de ça. Quand on entendait le ronronnement des gros avions qui arrivaient, tout le monde courait à la distillerie avec un oreiller, un machin et tout ça, parce qu'on allait à la cave de la distillerie. Et mon père lui disait, viens Nénette, on va aller au grenier, on va regarder, ça va voir, ça va être un feu du Dieu de Dieu. Et on voyait tous les gros avions qui arrivaient comme ça, et des flammes, et des... C'était terrible, hein. Ouais, ça doit être impressionnant. C'était terrible, le bruit, ce bruit des Allemands. Quand j'entends parfois celui qui fait les parachutes maintenant, quand il pique, je rentends le bruit des bombardiers. Voilà, ouais. Ah oui, ça, le bruit des avions, c'était marrant parce que on disait toujours que dans les immeubles qui étaient détruits, l'escalier restait en place. Donc systématiquement, on disait que lorsqu'on était en dessous de l'escalier, on avait de fortes chances de survivre. Et alors, avec maman, systématiquement, on descendait. Et nous, on avait tendance à aller voir les avions et puis regarder tomber les bombes qui faisaient un bruit. Il y avait le bruit des avions quand même, et il y avait le sifflement des bombes qui tombaient, et ça nous fascinait. Et puis en bas, bien entendu, maman, elle faisait ses prières pour éviter que la bombe ne tombe pas sur la maison. Et effectivement, par bonheur, ça ne s'est jamais arrivé de tomber sur notre maison. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. Qu'il y avait une alerte, il y avait aussi des officiers un petit peu au-dessus de chez nous, mais eux, ils étaient prévenus par téléphone qu'il y avait une alerte qui arrivait, donc ils allaient à l'abri près de chez nous, entre le pont et chez nous, dans la propriété de chez Nicole, on appelait ça le Balatum. Il y avait un abri, et donc pour les Allemands y aller, mais comme ils frappaient pour nous y aller, ils frappaient sur la perquenne, on savait qu'il fallait, avant que l'alerte elle marche, on était déjà à l'abri. Donc Roland et moi, que nous deux. Maman elle restait à la maison avec ma sœur. D'accord. Ah oui, on entendait les avions, oui, j'entends encore toujours le bruit. On s'est protégé d'abord avec un abri en paille que mon père avait fait. Et puis il avait fait ça plus pour nous et les gens du quartier aussi, du Colombier. Alors on était bien abrités là et puis on était protégés. Mais après, dans le jardin voisin, il y avait un abri en dur alors, mais qui était comblé avec de la terre et des cailloux. Alors tous les gens du coin ont enlevé tout ça. Alors après, on a été dans cet abri en béton. Oui, puis il y avait une sirène qui marchait, alors on allait à l'abri. Ma grand-mère avec sa valise en carton et puis tous ses papiers dedans, et puis tout le monde partait à l'abri. Mais nous, on ne se rendait pas tellement compte du danger. Hein. Moi, j'avais 5-6 ans. Hein. Oui, on était entre deux. Il y a une bombe qui tombait près de l'abri, et après 24 bombes de l'autre côté. Bah, c'est comme en 39-45 dans le port du Vergalan, les 18 tués. Là, j'attendais les coups de canon et mon grand-père, je me rappelle, il y en a un des deux, il me tenait dans ses bras et puis il disait bouge ses oreilles ma puce, écoute pas, mais bon, bah, c'était à côté. Hein. Bien sûr. Alors on attendait ça quand ils ont tué tous ces jeunes. Là. Ça c'est... Ouais. Ouais, quand je passe devant le fort, j'entends toujours le bruit et puis alors juste au-dessus, tous ces canons là que je les voyais, hein. C'est marrant, ça c'est un truc qui me reste. Ah ben c'était terrible. C'était terrible, j'ai des photos, je les retrouve plus parce que avec tous mes déménagements successifs, mais je sautais sur les camions, sur les tanks américains, j'embrassais les Américains. Bon, j'étais né en 31, tu vois le bonheur d'une jeune fille de voir tous ces beaux mecs et tout ça qui te donnaient des chewing-gums, genre ils distribuaient des bars, on avait des bars. Alors j'avais des photos, mais c'était fou. Moi je me rappelle à la Libération que maman est allée dans le jardin, puis elle a dit viens vite, il y a le drapeau à l'église, la guerre elle est finie. D'accord. Et puis après on a vu des camions militaires, mais bon c'était quoi, je ne me rappelle pas si c'était... Parce que vous aviez 9 ans à peu près. À peine.
Mais je me rappelle, ça, les filles qui ont passé dans la rue, moi j'habitais là, dans la rue juste au côté, que je voyais bien la rue, que maman m'a attiré en disant rentre vite, qu'elle attendait les coups, et on a un petit voisin qui a été tué près de la maison. Là. Et puis ils l'ont roulé dans le fossé, puis le second il a été blessé. Et les gars qui étaient avec, ils ont donné des coups de pied, il a roulé dans le fossé, ils ont été le rechercher après, il était inconscient et tout. Mais il y a eu un mort et un blessé, mais l'autre, il a reparti, je l'ai reconnu après, je me rappelle de cet homme, un grand. Alors le problème après, ce qu'il y a eu de terrible également, c'est effectivement la partie qui est sur l'histoire de Vambrochy, c'est l'histoire des victimes de la libération sur le problème du fort du Magalan. On a eu là une embuscade qui a mal tourné et on a eu à peu près une trentaine de victimes qui se sont réparties sur Vambrochy, où on a la rue des Martyrs de la Résistance avec un système qui avait été fait. On a eu des victimes sur Marques, sur Marquette, sur Verlinghem et quelques-uns qui ont été tués à Quesnoy, pratiquement à l'écluse qui existait encore à ce temps-là. Mais ce qu'il y a eu de terrible, c'est que ça, je me le reproche encore. Et après, ma mère, même, on s'est dit, il fallait pas. On est venu voir ces femmes quand on est sur cette place-là. Hein. On est des gens, des femmes. Il y en avait qui prenaient leurs cheveux et qui disaient, allez, hein, Madame Grandbrook, hein, combien tu me mets. Bon, on lui tournait ses cheveux, elle rigolait. Mais il y a une dame qui s'est suicidée, malheureusement, de désespoir, d'une chose qu'elle n'avait pas faite. Oui, quand il y a eu les femmes qui ont été tondues, on a vu quelques femmes qui sont passées à la route. Alors, bien sûr, on a été voir, on était enfants. Hein. C'était quand même, ça paraissait bizarre quand même.